Et on se retrouve avec Antonin Perret-Jadko qui va venir nous parler évidemment de la sortie DVD de La Loi de la Jungle et plus globalement de son cinéma, aussi de sa vision du cinéma. On est très content de l'avoir avec nous. C'est un des films qui nous a le plus marqué cette année, si ce n'est le plus marqué peut-être avec Maloute de Bruno Dumont. Bonjour Antonin Perret-Jadko. Bonjour, Donc je vous le disais, comment ça va? eh ben ça va bien et vous? Bah oui, très bien, impec. Super. Comment ça se prépare, tiens d'ailleurs, là, quand on est finalement sur une période de Noël où, ben voilà, là, vous venez faire la promo d'une sortie DVD, enfin, même si le film est sorti déjà depuis quelques semaines, Ouais, un petit moment, ouais. Ouais. comment, voilà, est-ce qu'on se dit, ah ben tiens, voilà, il faut qu'on arrive à donner envie aux gens d'acheter un DVD de La Loi de la Jungle. Bah, je sais pas trop comment ça se prépare. En tout cas, moi, j'ai pas de préparation Ouais, particulière. Non, c'est surtout effectivement donner l'envie plutôt de voir le film c'est plutôt ça, que d'acheter. C'est vrai bien que sûr. moi, évidemment, j'aurais préféré que les gens le voient en salle plutôt que de l'acheter en DVD. Mais c'est vrai qu'après, aujourd'hui, les films en salle, il y a un tel turnover que si on chope pas le créneau, on est très vite battu. Enfin, moi, cette année, il y a plein de films que je voulais voir et que j'ai pas réussi à voir parce que justement, à peine à l'écran, à peine sorti parce qu'il il y a de la bousculade. Oui, Et pourtant, c'est... des fois, c'est des films qui marchent. Alors, en ce qui concerne La Loi de la Jungle, ça va parce que comme on est sorti en juin, mi-juin, ça nous a permis de durer tout l'été. Donc, grosso modo, jusqu'à mi-septembre, il passait encore dans des salles. Après, dans des salles à Paris, en tout cas. En province, je crois qu'il y a eu encore quelques projections jusqu'en septembre. Mais c'est Oui, vrai que ce genre de film qui a une distribution, on va dire, plutôt modeste, c'est-à-dire que le film ne vient pas dégueuler sur tous les écrans de France, comme on peut voir, je sais pas moi, pour des gros films genre Star Wars ou des trucs comme ça, où vraiment là c'est difficile de voir un cinéma qui projette pas le film. C'est sûr que pour toucher le public qui a priori n'irait pas voir le film, c'est un peu plus délicat. Or, justement, c'est bien comment dire, enfin, ce qui est le film, c'est en tout cas La Loi de la Jungle, c'est que c'est justement un film tout public. ouais. C'est-à-dire que c'est pas réservé uniquement à une niche de cinéma d'auteur, un télo, et que je pense que tout le monde s'y retrouve, autant les enfants que les vieux, et que différentes catégories sociales. Donc c'est toujours un peu délicat, c'est-à-dire quand on fait une comédie qui est un peu d'auteur, c'est-à-dire qui a un petit peu quelque chose à dire quand même sur le monde, de pouvoir toucher justement tout le monde et de ne pas rester cantonné à une niche du cinéma d'auteur. Et c'est ça qu'on aime bien dans votre cinéma, justement, c'est que il y a du burlesque, il y a du fond, il y a une vraie mise en scène aussi, il y a des excellents acteurs. Comment ça fonctionne pour vous ben voilà, La Loi de la Jungle, là, comment l'idée de La Loi de la Jungle arrive pour vous? Alors c'est plusieurs idées évidemment, ça n'est pas comme ça tout de suite. Euh, du verbe naître, ça Bien ne naît sûr. pas comme ça tout de suite. Non, il y avait d'abord cette idée de faire un film loin de Paris, justement, pour pas faire un film parisien, donc loin de Paris. Et puis du coup, je me suis dit bon, ben, on va prendre ce qui est un peu de plus loin, tout en restant sur le territoire français. Et donc voilà, un des territoires les plus éloignés, ça reste la Guyane en Amérique du Sud. Bon, on aurait pu aller à Tahiti ou tout ça, mais disons que le sujet ne s'y prêtait pas. Ouais. Puisque là, en l'occurrence, la forêt, c'est-à-dire la jungle, c'est quand même une allégorie de tout ce qui est administration française, où on s'y perd très vite, ou même des ministères. Hein, les ministères, un ministère, c'est la jungle, c'est-à-dire c'est la loi du plus fort, Mhm. où c'est rempli de tueurs, en fait, ce genre d'endroit. Donc après, c'est vrai que c'est une accumulation d'idées qui fait que à partir d'une idée de film dans un certain territoire, eh bien après les idées naissent en cherchant, en se documentant, en allant sur place, etc. Et puis en faisant un travail de scénario. Est-ce que c'est compliqué de tourner en Guyane? Bon, c'est pas plus compliqué que de tourner en métropole, par exemple. C'est-à-dire que
on sait certes que la forêt, ça va pas être simple, la jungle en tout cas, euh, mais c'est-à-dire qu'on se prépare tellement à toutes les éventualités que finalement on a assez peu d'embûches parce on est préparé. Parfois, quand on tourne en agglomération urbaine, on est moins préparé parce qu'on se dit que ça va être plus simple, plus facile. Et puis, en fait, c'est là où viennent les problèmes, c'est-à-dire qu'on peut perdre un décor à la dernière minute parce que, bien que souvent on signe des conventions de décor, je sais pas moi, pour tourner dans un café, finalement, ça peut pas se faire, ou alors finalement, il y a des travaux juste à côté où ils commencent à casser le trottoir, des choses comme ça. Donc, du coup, il y a on peut pas faire les prises de vue parce que il y a du marteau piqueur, donc le son on n'entend plus rien, etc. Et c'est ce genre de décor, enfin de lieu qui finalement pose est parfois beaucoup plus compliqué que Ouais, tourner en Guyane. non, c'est sûr. Pour revenir à votre cinéma, d'ailleurs, il y avait une très belle expression dans Les Inrocks. D'ailleurs, j'aimerais bien vous t'entendre réagir. Un film de Claude Zidi filmé par Godard. Comment vous avez réagi quand vous avez lu cette critique? Bah, à partir du moment où le film passe en salle, quelque part, il ne m'appartient plus. Donc Ouais, après, c'est vrai qu'on peut y mettre les qualificatifs qu'on veut. Bon, moi, je suis pas spécialement fan de Zidi, donc pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il, bon, en même temps, il a fait beaucoup de films, donc forcément, il y a à boire et à manger. Hein. bien sûr. Donc, Moi, en fait, non, ce ouais, non, je suis pas spécialement d'accord. Mais que... en fait, finalement, ce genre de comparaison se fait surtout parce que pour des facilités de description Ouais, quelque part c'est ça. et pour le lecteur, disons que c'est peut-être plus facile à visualiser ce que peut être le film. En fait, c'est parce que vous faites un cinéma qui n'existe pas en dehors du vôtre. C'est parce que c'est un cinéma qui est vraiment unique et c'est pour ça qu'on vous aime aussi. Alors moi c'est vrai que je vous ai pas connu au temps des courts métrages. Je vous ai Ouais. connu à la fille du 14 juillet où je suis, ouais, je me suis dit mais c'est pas possible de faire ça et enfin, enfin voilà, je sais pas, il y a une énergie et en fait moi c'est l'énergie de vos films que j'aime parce que ça ne s'arrête jamais. Il y a tout le temps quelque chose qui continue et c'est ça que j'apprécie. Et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué. Euh, la loi de la jungle, quand j'en parle avec des proches qui sont enfin, voilà, qui sont pas cinéphiles, qui vous connaissent pas forcément, Ouais. je leur dis mais regarde ça, vous allez vous éclater. Mais c'est très compliqué de leur expliquer qu'est-ce qu'ils vont voir Oui. exactement. Et c'est ça qui est bien parce que Oui, on sort je des pense que normes. c'est ça. Oui, pardon. Je pense que c'est ça qui fait que souvent il y a beaucoup de comparaisons à d'autres cinéastes qui sont pas forcément des cinéastes que j'aime beaucoup, mais qui sont pas non plus des références. C'est-à-dire que je vais pas m'amuser, par exemple, à tourner une sorte de remake d'un plan que j'ai vu dans un film parce que c'était bien dans un film. Ça m'intéresse pas parce que justement si c'était bien dans un film, ça sert à rien de le Bien refaire sûr. puisque a priori, si quelqu'un d'autre en a eu l'idée, ce sera le mieux placé pour la tourner, cette idée. Donc, c'est pas du tout, par exemple, souvent il y a une petite erreur d'interprétation par rapport à ça. Enfin, ça m'est déjà arrivé en tout cas de croiser. Les gens pensent que c'est un cinéma référencé. C'est pas du tout référencé. C'est peut-être influencé par un certain autre cinéma, mais par influence, j'entends par exemple, si on va voir OSS 117, par exemple, qui est d'ailleurs un film que j'aime beaucoup, c'est très référencé par rapport à un certain Oui. cinéma, c'est-à-dire que ou un film de Mel Brooks, La folle histoire de l'espace, vous allez voir le film de Mel Brooks, et si vous n'avez pas vu La guerre des étoiles, par exemple, il va vous manquer quelque chose dans Oui, oui. l'interprétation de l'humour. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout ce que je fais, en tout cas ce que je souhaite faire. En revanche, que après il y ait des films qui aient pu m'influencer, ça, je pense que c'est assez évident puisque déjà, comme je suis plutôt cinéphile, c'est forcément le cas. Et puis, de toute façon, ça nous est tous arrivé de nous faire influencer par un film dans notre vie. Ça peut être un type de langage, une façon de s'habiller. Je me souviens que quand il y avait eu la sortie de Matrix, par exemple, il y avait Mhm. plein de gens qui s'habillaient façon Matrix, avec des Oui, oui. grands imperméables noirs, etc. Voilà.
de manière plus ou moins consciente d'ailleurs. Oui, Et oui. donc, voilà, c'est ce genre d'influence qui peut être inconsciente et qui remonte parfois à la surface et peut faire éventuellement créer des ponts d'un film à un autre. Mais après, je pense que en ce qui concerne les écrits de critiques sur le film, c'est plus une façon, une facilité de décrire un Bien sûr. style, voilà, qui effectivement est est difficilement descriptible juste par des mots sans faire de comparaison, quoi. Et donc justement, vous, quand vous avez décidé de devenir réalisateur, ça a été voilà, de casser ces codes-là, de montrer justement toutes ces choses dont on vient de dire. Ça a été une volonté tout de suite ou ça s'est fait Non. finalement d'un seul coup, vous êtes dit, ah, mais tiens, je peux peut-être aller un petit peu en marge là-dessus et puis en fait, eh ben, créer votre univers. Et je pense Non, qu'aujourd'hui, vous êtes l'un des ça s'est seuls. fait, ça se fait un peu naturellement en fait. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Voilà, ça fait un film après. Puis, c'est-à-dire que c'est toujours bizarre, mais je me suis rendu compte que les gens ne me croyaient pas. Par exemple, ils disaient, tes films ils sont différents. Je dis, mais en quoi ils sont différents? Parce que c'est comme tous les autres films en fait. Et donc, voilà, souvent il y a un peu de, comment dire, je sais pas. Enfin, ouais, oui, c'est ça. Oui, mon interlocuteur, souvent, il me croit pas. Quoi. Ouais, ouais. Moi, je cherche pas à faire spécialement différent. Après, effectivement, il y a parfois, en ce qui concerne le jeu des acteurs, j'ai envie qu'ils poussent un peu plus loin que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, par exemple, c'était ça qui m'intéressait pour de retravailler avec Vima Laponce, parce que Ouais. j'avais envie qu'elle aille un peu plus loin du rôle dans lequel elle s'est emprisonnée elle-même. Donc, j'avais pas Ouais. envie d'un personnage un peu éthéré, qui marche un peu en titubant, les yeux écarquillés. Voilà. Non, moi, j'avais plutôt envie d'une sorte de Calamity Jane de la jungle. Ouais. Et donc, tout le travail de jeu s'est fait autour de ça. Justement, expliquez-nous un petit peu alors ça s'est travaillé en post-production. Vous avez accéléré les dialogues des acteurs. Comment ça s'est fait? En fait, le film est un petit peu plus Alors, non, rapide. ouais, alors ça s'est pas fait en post-production. Ça s'est fait au tournage, puisque nous D'accord. tournons donc en fonction des plans, mais grosso modo, c'était à 22,5 images secondes au lieu de 24, comme D'accord. ça se fait habituellement. Alors ça, c'est pour gagner du rythme Ouais. sur le film, pour gagner en nervosité. Donc forcément, quand on tourne en accéléré, il y a les voix qui sont un peu accélérées. Donc du coup, c'est un peu plus aigu. Alors, ce qui fait que on a corrigé quelques voix au mixage, donc en post-production, effectivement, mais pas toutes. D'ailleurs, pas toutes complètement. Voilà, il y en a quelques-unes qui sont corrigées complètement, D'accord. et puis d'autres pas complètement. Donc, par exemple, Jean-Luc Bizot a été corrigé partiellement. Voilà, il a un peu été corrigé, mais on retrouve pas sa voix qu'il y a d'habitude. Mais c'est D'accord. aussi pour changer une espèce d'habitude qu'on peut Bah avoir, ouais. que le spectateur peut avoir en voyant des comédiens un peu connus. Donc Et effectivement, il y a un côté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le cinéma se permet de grimer des acteurs, de les déguiser, de leur mettre des perruques, etc. Je vois pas pourquoi on ferait pas la même chose avec les voix, par exemple. ouais. Donc voilà, ça participe de ce principe. Ah oui, et puis enfin, c'est quelque chose. Enfin, là encore, ça amène quelque chose de nouveau et c'est. Est-ce que vous alors, on a beaucoup parlé d'une génération de réalisateurs qui, voilà, parce que finalement, beaucoup de réalisateurs d'un seul coup ont tourné des films avec Vincent Macaigne en même temps. Moi, j'ai plutôt envie de dire plutôt que que la bande de réalisateurs, c'est plutôt de parler aussi à une génération, ben voilà, les trentenaires qui attendaient peut-être votre cinéma. Oui, alors ça, oui peut-être, mais en tout cas, effectivement, il y a un côté générationnel, ça c'est évident, d'une génération qui a été assez longtemps maintenue un peu la tête sous l'eau et Mm. qui du coup, d'un seul coup, comme ça, a relevé la tête pour respirer un bon coup
Et c'est ça, je pense, en 2013, qui a fait un peu, un peu esprit de groupe, mais en Ouais, fait, c'est surtout un esprit de génération. Et après, il y avait également un souhait aussi de prendre des comédiens de la même génération. ouais, C'est-à-dire que effectivement, on se retrouvait d'un coup avec Macaigne, Vima Laponce, etc. Et parce que ce sont des comédiens de la même génération. Donc ça veut dire que tout à coup, il y a eu des premiers films euh, qui ont recommencé à, à ressembler un peu à une génération et qui est celle de leurs auteurs. c'est C'est-à-dire que ça. tout à coup, on a vu enfin des premiers films où il n'y avait pas de super vedettes et qui étaient complètement déconnectés de la réalité. Donc Et, je pense que c'est ça qui fait un peu cet effet de groupe. oui, oui, le rapprochement d'une nouvelle vague, évidemment, c'est quand d'un seul coup, tous ceux qui sont sur le film sont à peu près de la même génération et d'un seul coup, bah, Voilà, c'est ça. ça crée ça. Et Et... effectivement, il y avait quelque chose, une chose à laquelle je tenais énormément, c'était d'avoir une équipe de la même génération que moi. J'avais pas envie d'avoir des gens qui avaient 60 films derrière eux et Ouais. qui allaient m'expliquer comment d'habitude on tourne les films. Donc et je pense que c'est ça aussi qui a fait Ouais. cette espèce de fraîcheur tout à coup qui est arrivée, quoi. Complètement. Et c'est ça qui fonctionne vraiment très très bien. Est-ce que voilà, là vous êtes déjà sur un nouveau projet ou voilà comment ça se passe? Oui, bah, je commence à écrire, forcément, hein, faut pas se reposer comme ça. Et puis, non, mais normalement, là, je devrais tourner un court-métrage avant le prochain long, puisque là, pour l'instant, sur le prochain long, il y a que 10 pages d'écriture. Voilà, ça D'accord. va pas très loin pour l'instant. Mais normalement, oui, au printemps, là, parce que c'est un film qui tourne au printemps, je devrais tourner un court-métrage. Justement, les courts-métrages, vous avez aussi fait un court-métrage entre ces deux Ouais, films. oui, Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de pouvoir tester des petites choses, ça apporte juste de oui. se remettre un souffle de liberté. Les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, là par exemple le prochain, pour l'instant, avec le chef opérateur, qui est le même donc avec qui je travaille depuis quasiment le début, Simon Roca, et donc on fait tout pour le tourner en relief, c'est-à-dire que D'accord. j'ai fait déjà 7 courts-métrages, donc ce qu'on dit aux producteurs, c'est que bon, faire un huitième comme ça, pourquoi pas, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de justement profiter du fait que ce soit un court-métrage pour pouvoir tester des choses. Donc c'est pour pouvoir tester le relief, parce que pour l'instant, le relief, il n'y a pas énormément de... Ça donne pas l'impression que les gens prennent plaisir à faire des films en relief. Donc On en parle très souvent dans l'émission de se dire, mais quand, à part peut-être Adieu au langage, où là, Godard justement allait fouiller ouais. un petit peu là-dessus, mais sinon, on s'est jamais vraiment servi du relief pour s'en servir, quoi. Ouais, bah il y avait Gravity quand même, Oui, Gravity aussi. qui à mon avis perd tout son intérêt si on le voit pas en relief. Complètement, on en a parlé là, puisqu'il est passé à la télévision il y a quelques jours, Ouais, et donc voilà. c'était... Donc pour moi, effectivement, c'est les deux films, Ouais, quoi, ouais, ouais, avec ouais. celui de Godard et Gravity. Et donc, par exemple, j'avais été extrêmement déçu par l'utilisation du relief dans The Green Hornet. Mhm. Euh, mais en fait, c'est parce que comment il s'appelle déjà le réalisateur? Gondry. Ouais, Gondry voulait le faire en relief à l'origine et les studios ont dit non. Donc du coup, la mise en scène n'a pas été du tout C'est ça. étudiée pour le relief. Et c'est après, c'est en post-prod où ils ont dit ah bah si finalement bonne idée, on va le mettre en relief. Donc forcément très mauvaise idée en fait. Et donc c'est vrai que Gondry et le relief, c'est une sorte de rendez-vous manqué. Et c'est dommage parce Ouais, que par exemple moi j'attendais beaucoup. Je me disais waouh enfin ça y est, le relief complètement. a Ouais, trouvé ouais. son maître comme on dit. Et donc voilà, bon, donc ça. Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses inexplorées encore Mm, mm. là-dedans. Complètement. Et comme enfin voilà, c'est moi en fait moi ce qui m'attriste le plus avec avec le relief, c'est que quand on va voir un film en relief, la chose la plus intéressante qui joue avec les effets, c'est la pub Haribo quoi. Donc Ouais, c'est la pub Haribo, mais en fait, pour ça, il y a une raison, c'est que en fait, ce qu'ils utilisent dans la pub Haribo, c'est quand ça sort de l'écran, ça s'appelle le jaillissement, oui, donc ça jaillit de l'écran. Et en fait, ce procédé-là, c'est un procédé qui fait mal à la tête parce que le cerveau ne comprend plus ce qui se passe parce que pour lui, euh, c'est à la fois devant l'écran et à la fois l'œil, oui, il regarde l'écran. Donc, du coup, c'est comme si il
il regardait deux choses différentes à deux endroits, la même chose à deux endroits différents. Et donc c'est ça qui fait mal à la tête. Alors c'est des procédés qu'on peut utiliser vraiment de manière très Sporadique, ponctuelle ouais, dans un long métrage. Mais évidemment, pour un film qui fait 20 secondes, comme la pub Haribo, ça cause aucun problème, quoi. Donc en fait, les pubs sont là pour vous faire mal à la tête, pour voir le film en relief après. C'est ça. Mais c'est vrai que du coup, ce procédé est moins utilisé en long métrage. Alors peut-être que le relief, finalement, c'est un format de court métrage. Hein. Oui, ça se peut. Bah, en tout cas, moi, on a hâte de voir le vôtre. Après, il va falloir peut-être trouver pour l'instant, aussi, il est pas tourné, hein. pour pouvoir être vu aussi en 3D, ça va être peut-être une autre bataille aussi pour montrer un court-métrage en 3D aussi. Ouais. Bon, en général, disons que les salles de festival, Oui, ça reste quand même... Il y a quelques programmations quand même en relief et les salles de festival se font de plus en plus dans des multiplex. Donc les multiplex sont quand même équipés ouais. pour le relief, quoi. Très bien. Mais bon, mais c'est vrai que la diffusion, c'est aussi Bien sûr. un questionnement. Hein. C'est ça. Surtout que là, pour le coup, on sait qu'il n'y a pas une deuxième vie. Une fois qu'on a tourné un film en relief, ben, comme on le disait avec Gravity, si on le voit à plat, il n'y a plus d'intérêt, quoi. Donc c'est vrai que c'est... Bah oui, ça perd de son intérêt, C'est ça. ça c'est sûr. Mais en même temps, du coup, ça regagne quelque chose sur la projection de se dire, ah bah oui, on se déplace parce qu'on pourra jamais voir ça autrement. Exactement. Bah, de toute façon, le relief est là pour concurrencer Internet et la vidéo. Donc c'est comme le cinémascope au départ, ça avait été là pour concurrencer Et la oui, télé. Donc pour éviter le téléchargement, en fait, les studios ont remis à jour le relief. c'est ça. Donc effectivement, il y a un côté où on a envie d'aller le voir, en salle, quoi, pour le voir en vrai quelque part. Juste avant de nous quitter, Antonin Perret-Jadko, voilà, s'il y avait des films, des séries, des choses qui vous ont aiguisé l'œil cette année, des choses qui vous ont intéressé, parce que voilà, là on est dans notre émission coup de cœur aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez en tête? Alors moi je me souviens de cette année, il y a Soy Nero, qui est un film qui a été vraiment sous-distribué, qui est un réalisateur qui s'appelle Rafi Pitts, qui a fait Oui, un film sur les immigrés mexicains aux États-Unis et qui s'engage dans l'armée américaine. Donc c'est un film assez spectaculaire de toute façon, mais très intelligemment fait. Enfin voilà, on prend vraiment beaucoup de plaisir à le voir. Donc il y a ce film-là qui a été un peu sous-distribué. Bon, il y a eu Aquarius aussi que j'ai bien aimé. ouais, Voilà. Et puis le film Tony Herman aussi que ouais, j'ai bien bien sûr. aimé. Bon, voilà. Les séries, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, Antonin? Pardon, les séries. Ouais. Comment ça, en Euh, tant que spectateur oui, en ou en tant que tant que spectateur réalisateur? et même, pourquoi pas, après, en tant qu'auteur. Non, en tant que spectateur, pas trop. Non, j'avoue que j'en regarde pas. Non, ça m'attire pas tellement. D'accord. Mais alors que je sais que c'est mal, hein, parce que beaucoup de collègues m'ont souvent dit qu'il y avait beaucoup de choses neuves qui se faisaient là-dedans. Voilà, non, récemment, j'ai vu Cannabis, la série qui est passée Ouais, sur Arte, qui est là, passé cette semaine sur hier, Arte, et ouais. puis je crois que c'est hier ou avant-hier, Jeudi, ouais. et puis la suite jeudi prochain, parce que je connais la réalisatrice, donc voilà, Très bien. je trouve ça très bien. Mais après, non, je suis pas plus fan que ça, par exemple. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie, et puis bonne fin d'émission. Eh ben oui, et puis ben tenez-nous au courant surtout quand votre court-métrage sera tourné. Et ça, voilà, si Ouais, on arrive à aller le voir, on en parlera évidemment dans l'émission avec grand plaisir. Merci beaucoup Antonin et merci merci. pour votre Merci. cinéma et allez découvrir La Fille du 14 juillet et La Loi de la Jungle. Vous n'en reviendrez pas parce que là, voilà, vous n'avez jamais vu ça et ça fait un bien fou. Merci beaucoup Antonin Perret-Jadko. À très Merci, bientôt. bon week-end. Au revoir, merci.